Corbel se vante de violer sur 600 pages dans son livre. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Solveig, est-ce que tu es d'accord de nous laisser la parole? Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous la... Tu nous la transmets? Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. On voulait déjà vous remercier tous et toutes pour votre présence. Voilà, ici on est le collectif MeToo Théâtre. Et je vais laisser la parole à Marie d'abord. Voilà. Bonjour, merci tout le monde. C'est vraiment chouette de se réunir aujourd'hui. En lançant le premier tweet #MeTooThéâtre, on ne savait pas collectivement si ça allait prendre. On est très très émus, je pense, d'être là aujourd'hui. J'aimerais dire à toutes les victimes du milieu théâtral que ce n'est pas à nous d'avoir honte. Nous sommes face aux institutions ici, entre le ministère de la Culture et la Comédie Française, et nous attendons aussi des réponses de leur part. Les victimes ne doivent plus avoir peur. Morale omerta, on sera ensemble, on sera là devant chaque théâtre qui décidera de programmer des agresseurs. Et mort à l'omerta, et bravo à tout le monde pour ces actions. Merci. Voilà. D'abord, donc, on voulait dire merci à la mobilisation, à la présence, au témoignage, au soutien, aux signatures. Depuis que le hashtag a été lancé il y a quelques jours, c'est une déferlante sur les réseaux, des témoignages, des soutiens, des relais, plus de 6000 reçus sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, par mail, anonymes ou non, qui viennent confirmer l'ampleur de la situation des violences systémiques exercées dans le milieu de la culture. Plus de 1500 personnes ont signé notre tribune. Des contacts ont été établis, des rendez-vous sont pris pour mettre en place de façon concrète des mesures déjà existantes, mais pas encore ou peu appliquées, ou en penser de nouvelles, notamment avec Audience, en charge de la cellule contre les violences sexuelles, mise en place par le ministère de la Culture en collaboration avec les syndicats. Il faut former des employés, former les employeurs, identifier les personnes ressources, réfléchir ensemble et collectivement aux mesures qui pourront enrayer ce système. Des directeurs et des directrices de lieux de théâtre ont affirmé leur soutien, comme le Théâtre 14, que nous remercions. Le théâtre a décidé de reporter la diffusion du spectacle de Michel Didim tant que la procédure était encore en cours. Voilà, merci. Nous saluons évidemment ces initiatives et nous nous réjouissons, non pas parce que nous cherchons à faire déprogrammer des spectacles, mais parce que ces initiatives viennent lancer un signal fort, fin de l'omerta, fin de l'immunité. Nous en appelons à un rendez-vous avec la ministre de la Culture pour des solutions concrètes. Et on voulait juste rappeler ces chiffres. Seulement 2% des violeurs ou des agresseurs sexuels sont punis ou condamnés. Et seulement 2% des accusations pour agression sexuelle ou viol sont fausses. Voilà, 2%. Quand une victime parle, elle dit la vérité. C'est pas un point de vue, c'est statistique. Il est temps que ces chiffres changent. Merci. De la culture, mais pas du viol. 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 Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là pour soutenir ce mouvement qui est un mouvement encore une fois collectif que tous et toutes peuvent rejoindre. Tribune MeToo Théâtre. Pour que la libération de la parole concernant les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du spectacle vivant soit suivie d'actes. Tout le monde savait. La fracassante enquête de Cassandre Leray sur Michel Didim dans Libération, ancien directeur du théâtre de la Manufacture de Nancy, accusé par une vingtaine de victimes de faits, allant du harcèlement sexuel au viol, est sans appel. Dans le milieu théâtral qui fonctionne à huis clos, où les mêmes individus ne cessent de fouler la scène et de se recroiser tandis que défilent les années, difficile de passer à côté de telles accusations démenties aujourd'hui par Michel Didim.
Oui, c'est Michel a rétorqué un enseignant à une jeune comédienne qui témoigne dans Libération, alors qu'elle lui confiait des faits de harcèlement qui lui auraient été confiés. Tout le monde savait. C'est cette constatation glaçante qui nous a d'abord fait trembler de rage et de colère et qui nous fait maintenant nous réunir et nous tenir droite, à l'avant-scène, sous le feu des projecteurs. Car elles sont légion, les histoires que nous nous chuchotons entre nous depuis des années sans savoir qu'en faire. Les agressions dont nous, personnes de tout genre, portons encore les traumatismes et les stigmates dans nos corps, les micromachismes qui nous silencient et le paternalisme nimbé de séduction graveleuse qui nous a fait tant de fois baisser la tête. Il faut dire que, plus particulièrement en tant que personnes femmes, nous avons été bien dressées. Dès l'école de théâtre, nous avons appris que nous étions des objets interchangeables, des muses qui ne pouvaient exiger de devenir sujets. La mise en scène, comme le génie, était le précaré des hommes. Nos corps étaient placés sous contrôle, soumis à des emplois définitifs, et que l'âge sonnerait définitivement le glas de nos carrières. Nous avons appris par nos professeurs à nous conformer au désir du metteur en scène, désir mystérieux qu'il fallait absolument susciter pour déterminer notre embauche future. Nous avons appris à nous déshabiller sur demande au plateau et à supporter les commentaires incessants sur nos corps. Nous avons appris à jouer les ingénues soumises ou les cocottes délurées, fruits d'un répertoire uniquement masculin. Nous avons appris à encaisser en souriant. Nous avons appris à être mises en compétition les unes avec les autres, à être la plus ceci, la moins cela, à être scrutées à la loupe et sous toutes les coutures. Nous avons été une nécessité absolue et que pour cette nécessité artistique, il fallait être prête à tout, surtout à dépasser ses limites. Nous avons appris à tout faire, sauf à dire non. Ce sont donc ces préjugés sexistes, cette culture du viol sous-jacente, cette zone grise insidieuse et cette absence de réflexion autour du consentement et de notre art qui infusent ensuite toutes les strates de notre profession, de l'obscurité des coulisses à la fermeture du bar du théâtre lors des tournées, en passant par les bureaux de production. Et lorsque nous nous aventurons à notre tour à sortir du désir pour écouter notre nécessité, quand nous tentons de créer, d'écrire, de diriger, de mettre en lumière, en son ou en scène, nous nous retrouvons face à un système patriarcal, hiérarchique, et décomplexé, où chaque rendez-vous professionnel, où chaque répétition, où chaque festival peut devenir un piège odieux, une prédation potentielle, une humiliation supplémentaire pour le travail consciencieusement déployé malgré tout. Face à la précarité structurelle de nos emplois, comme à celle de nos positions spécifiques en tant que femmes artistes dans l'écosystème théâtral, nous n'avons souvent d'autre choix que de nous taire. Et si nous ne sortons pas du métier sonné d'avoir reçu trop de coups, de nous y conformer. Car si parmi les nouvelles générations des metteuses en scène ont enfin l'opportunité de créer sur des grands plateaux et sur les scènes nationales, si des directrices de centres dramatiques nationaux ont ouvert la voie depuis le début des années 2000, les créatrices sont loin d'avoir brisé le plafond de verre. Rappelons qu'à ce jour, seule une metteuse en scène et 2 chorégraphes ont pu fouler la cour d'honneur en 70 ans de Festival d'Avignon, et que les théâtres nationaux sont tous dirigés par des hommes, et que les financements publics ne sont toujours pas répartis de manière égalitaire. Selon le comptage de référence du mouvement HF, qui lutte pour l'égalité femmes-hommes dans la culture, les femmes ne représentent que 37% des postes de direction des centres dramatiques nationaux et régionaux. Elles ne mettent en scène que 35% des spectacles programmés dans des théâtres nationaux. Et pour bousculer les imaginaires, elles n'étaient que 26% d'autrices présentées dans les théâtres nationaux en 2018-2019. Avec une telle sous-représentation, une si intense mise en concurrence, comment penser une véritable mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles? Comment se faire entendre quand une grande partie de notre travail consiste à trouver des moyens décents de production et de diffusion de nos spectacles et à tenter d'être prise au sérieux dans nos gestes artistiques, notre travail d'actrice ou de technicienne? Et où trouver des alliés et des oreilles attentives face à une agression verbale ou sexuelle, quand les postes les plus haut placés sont tenus par un système de cooptation et d'entraîne masculine qui reste hermétiquement sourd aux rares plaintes de leurs consoeurs ou subalternes, quand ce système peut précipiter celles et ceux qui parlent dans l'abîme de l'exclusion des réseaux et du chômage. Nous croyons pourtant que nous avons le pouvoir de changer les choses et que face à la prise de conscience collective opérée depuis l'affaire Weinstein, un changement de paradigme s'opère. Les solidarités s'organisent, les noms circulent et des mots se posent, des alliés apparaissent et nos voix commencent à être entendues. Mais si libérer la parole est une chose, en prendre soin et la faire suivre d'actes en est une autre.
et les raisons de s'affaires et plaintes qui ont éclaté dans notre métier au cours des 4 dernières années, impliquant des directeurs de lieux, des techniciens, des enseignants ou des metteurs en scène, n'ont que trop rarement été suivies de mesures fortes et coercitives, attestant que nous pouvons exercer notre métier dans des conditions dignes et décentes, et que la peur et la honte doivent changer de camp. C'est pourquoi nous soumettons aujourd'hui à l'ensemble de notre profession, mais aussi aux structures municipales, départementales, régionales, nationales et étatiques qui accompagnent et encadrent la production théâtrale en France, les propositions suivantes. Tout d'abord, le lancement d'une enquête quantitative menée au niveau national et aux résultats rendus publics sur les faits de violences sexuelles et sexistes au sein de la profession. Également, la mise en place d'un travail de sensibilisation des équipes, des établissements culturels et des établissements d'enseignement artistique aux violences sexistes et sexuelles, et la désignation d'un ou d'une référente harcèlement sexuel formée dans tous ces lieux, quel que soit leur effectif. Ceci afin que les programmateurs et programmatrices prennent acte des changements qui s'opèrent au sein de la société entière sur les questions de violences sexistes et sexuelles, et pour que cessent de produire et programmer des agresseurs et des agresseuses. Ensuite, la création d'une charte de déontologie professionnelle signée par les enseignants et les enseignantes et responsables pédagogiques. Ceci afin de protéger les élèves des écoles d'art vivant contre toute forme de harcèlement, violence, et pour lutter contre une banalisation des relations intimes et sexuelles entre enseignants et élèves. Et puis la mise en place dans les théâtres et instances régionales, départementales ou municipales de journées interprofessionnelles de réflexion et d'échange autour de ces sujets en mixité et non-mixité choisie. Ceci afin que nous entamions une réflexion collective et que chacune et chacun puisse prendre part à la transformation de cette culture du harcèlement, afin qu'on ne puisse plus dire « on savait tous et toutes, mais nous n'avons rien fait ». Également, la mise en place de la parité au sein des postes de direction des théâtres nationaux, des centres dramatiques nationaux et des scènes nationales, afin que les établissements, ainsi que dans les établissements d'enseignement artistique. Ceci afin d'acquérir une meilleure représentation de notre profession et de changer les rapports de force. Préférer les nominations de femmes aux postes de direction des CDN et de tous les établissements subventionnés jusqu'à atteindre la parité. À l'idée du mérite, préférer et favoriser la déconstruction systémique en appliquant l'égalité, en appliquant l'égaconditionnalité des moyens de production et de subvention entre les porteurs et porteuses de projets. Porter une plus grande attention au parcours des femmes racisées, doublement discriminées dans leur parcours professionnel. La mise en place d'un appel national, affiché et visible au sein de l'établissement, pour les structures de diffusion dont la programmation est constituée à 50% ou plus de projets portés ou écrits par des femmes, et pour les structures disposant d'un budget de production dont au moins 50% est alloué à des projets portés par des femmes. Ceci afin que les spectateurs et les spectatrices soient avertis. Enfin, favoriser la pluralité des regards et des points de vue. Valoriser le patrimoine et la diversité des créateurs et des créatrices programmés sur les scènes théâtrales du XXIe siècle, afin d'élargir les imaginaires. Maintenant, laissons place aux paroles, textes et témoignages. Hors de nos théâtres! Agresseurs! 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 Hors de nos théâtres! De la culture!